Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième Facebook en direct qui va porter sur le jeûne. Donc, dans le premier, je vous ai parlé des raisons des bénéfices santé du jeûne, donc les bases biologiques du jeûne. Aujourd'hui, je vais vous parler des types de jeûne et de différents sujets associés. Donc, je vais en faire trois des Facebook en direct. Je vais aussi écrire 5 articles sur le blog de Vitali qui vont porter sur le jeûne. Les deux premiers sont déjà publiés. Le troisième s'en vient au cours des prochaines semaines. Je suis Éric Simard, je suis un docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé sur le vieillissement en santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je vous invite, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus à mon sujet, à consulter mon site Internet professionnel. C'est le www.esimard.com, www.esimard.com. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne, les différents types de jeûne. La raison pour laquelle je vous parle du jeûne, personnellement, c'est qu'il y a des bénéfices santé très importants associés au jeûne. Et c'est les mêmes mécanismes biologiques derrière qui sont responsables aussi du vieillissement primaire de l'organisme et de la grande majorité des bénéfices santé associés à la restriction, ce qu'on a appelé la restriction calorique, qui dans le domaine de la longévité humaine nous a appris énormément de choses sur le vieillissement primaire. Donc, c'est le lien entre ma formation, si vous voulez, et le jeûne en tant que tel. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 facettes au niveau du jeûne. Donc, les différents types de jeûne, la différence entre le jeûne intermittent versus le jeûne périodique. Je vais vous parler aussi du conditionnement à manger. C'est un concept important à comprendre. Boire durant le jeûne, j'ai eu certaines questions à ce sujet-là. Et la fréquence selon l'intensité recherchée. Donc, premièrement, les deux grands types de jeûne qui existent, on peut regrouper tout type de jeûne dans deux grandes catégories. Le jeûne intermittent, qui est un jeûne de plus courte durée, donc on va habituellement considérer que le jeûne intermittent est entre 12 heures et 36 heures environ. Il y en a qui vont dire 24 heures, mais tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi j'inclus dans mon cas le 36 heures. Tandis que le jeûne périodique va être un jeûne de beaucoup plus longue durée, qui peut durer même jusqu'à 2 semaines, même jusqu'à un mois. Donc souvent, le jeûne périodique va être utilisé pour des applications cliniques, comme des problèmes métaboliques importants, une grosse perte de poids, en fait, un poids important à perdre, une grande résistance à l'insuline, des troubles métaboliques. Souvent, ces gens-là aussi vont être suivis d'un point de vue médical. Donc, ça peut être très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, quand on parle de jeûne intermittent, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'on n'a pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir du poids à perdre pour bénéficier des bénéfices santé du jeûne. Il y a des études dans la dernière année qui ont porté justement sur la baisse de l'apport calorique, qui ont montré une grande réduction des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires chez les gens qui avaient une réduction même de 300 calories par jour de l'apport calorique. Et il y a une étude spécifiquement en fait qui a porté sur le jeûne intermittent chez 60 personnes, donc une étude clinique randomisée, 2 groupes pendant un mois, qui ont fait du jeûne intermittent. Ici, la façon de faire le jeûne intermittent a été justement des périodes de 36 heures. Donc, autrement dit, les gens ne mangeaient pas pendant toute une journée et le lendemain, en fait, allaient s'alimenter pendant une période juste de 12 heures au courant de la journée. Donc, il était 12 heures sans manger, ce qui fait que la journée d'après, qu'ils ne mangeaient pas, ça faisait une période de 36 heures. Donc, c'était un jeûne intermittent, une journée sur deux. Dans la journée où on s'alimente sur une période minimale, donc ici c'était 12 heures, pendant une période d'un mois. Et sur la période d'un mois, ils ont vu en fait quand même beaucoup de bénéfices santé chez ces gens-là qui n'étaient pas des gens en surpoids. Donc, je vous le rappelle, c'était des gens en santé qui avaient un poids normal. Et on a noté, entre autres, une augmentation graduelle de la production des cétones. J'en parlais lors du premier Facebook en direct. La production des cétones est un effet important des bénéfices santé du jeûne. Ils ont noté deux, deux éléments significatifs au niveau d'indicateurs de la longévité humaine, donc un indicateur du ralentissement, entre autres, du vieillissement. Et ils ont vu une baisse au niveau du cholestérol et ils ont vu aussi une perte de poids chez ces gens-là, en fait, là, qui est surtout au niveau de l'abdomen, donc qui est le poids habituellement qui est négatif, qui est le poids qu'on devrait essayer de perdre. C'est le poids qui peut causer des problèmes de santé, entre autres, donc la masse adipeuse au niveau de la bédaine, si vous voulez, ou des poignées d'amour. Donc, ils ont vu une baisse là, en moyenne d'environ 7,7 livres, donc 3,5 kilos chez les gens qui ont fait un jeûne intermittent, donc sur une période d'un mois. Donc, c'est une étude fort intéressante qui nous apprend, dans le fond, qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être en surpoids pour bénéficier
du jeûne intermittent. Ça vous donne un exemple ici du type de protocole. Donc, c'est sûr que ça va dépendre des gens, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de vos objectifs. On peut faire du jeûne toute l'année, on peut en faire seulement que certaines périodes de l'année. Donc, ça va dépendre des gens. Je vais y revenir tout à l'heure. Avant tout, il ne faut pas oublier que le jeûne ne s'applique que dans des situations euh, d'alimentation saine et équilibrée. Il ne faut surtout pas jeûner pour essayer de se donner bonne conscience parce qu'on a mal mangé ou on a trop mangé. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, il faut le faire dans une démarche donc, de saine alimentation, de un. Et il faut savoir aussi que si jamais l'alimentation est trop riche en apports caloriques en dehors des périodes de jeûne, vous risquez en fait de complètement anéantir les bénéfices du jeûne. Donc, il faut faire attention à l'apport calorique, mais il faut faire attention aussi à l'apport protéique. Et là, je vais vous expliquer quelque chose de fort intéressant. L'apport calorique, vous comprenez le principe, c'est assez simple. Les bénéfices du jeûne, ils viennent du fait que l'organisme a compris qu'on était en train de manquer d'énergie et il va amorcer la dégradation des graisses. Donc, de l'autre côté, l'apport protéique, c'est un peu différent. En fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que nos cellules ont deux façons d'évaluer l'apport énergétique global, le fait que l'apport alimentaire en tant que tel. C'est soit les glucides, soit les protéines. On ne détecte pas les lipides comme étant une source d'énergie en passant. Puis je vais y revenir tout à l'heure, ça a quand même une implication au niveau du jeûne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on mange trop riche en protéines, on risque d'annuler les effets du jeûne. Et on sait, en fait, au cours des dernières années, c'est un peu, vous allez dire, c'est un peu étrange. En fait, on n'entend pas souvent parler d'une diète trop riche en protéines. Mais on sait très bien au niveau de la longévité humaine, les données sont très claires, qu'il y a un impact. Les gens qui mangent trop riche en protéines ont une incidence plus élevée des maladies associées au vieillissement, ont une longévité moins longue. Donc, j'en parle dans mon quatrième livre, en fait, dans le chapitre sur l'alimentation. Il y a un chercheur de la Californie qui est directeur d'un centre de recherche sur le vieillissement et un centre de recherche sur le cancer, qui, qui rapporte en fait les quantités de protéines qui devraient être consommées et qui dit justement de faire attention à l'apport protéique. Là, ici, attention, il faut tenir compte de l'âge de la personne. Donc, quand on est jeune, un apport protéique soutenu va dépendre, en fait, quand on est jeune, donc du niveau d'activité physique, du poids, en fait, de l'enfant, de la personne qui est en croissance. Donc, il faut bien sûr pas manquer de protéines. À l'âge adulte, on devrait faire attention à la quantité de protéines. Ce que Walter Longo, en fait, le chercheur en question, nous recommande, c'est pour une personne de 100 livres environ, on parle de 40 grammes d'apport protéique. Pour une personne de 200 livres, on parlerait de 60 grammes d'apport protéique. Entre les deux, on peut y aller en fait de façon proportionnelle si vous voulez, et ça jusqu'à 65 ans. Passé l'âge de 65 ans, on devrait augmenter cet apport protéique-là d'environ 10 pour cent. Donc, il faut faire attention en fait à ne pas trop manger de protéines nécessairement. Ici, en fait, entre autres, au niveau des périodes de jeûne. Donc, en dehors des périodes de jeûne, on fait attention à ne pas manger nécessairement trop riche en protéines. Maintenant, ça m'amène à vous parler de la question du conditionnement à manger. C'est un élément fort important. Donc, dépendamment du type de jeûne que vous allez entreprendre, ça va être de plus en plus facile suivant la répétition, suivant le temps que vous allez y mettre, suivant justement le fait que vous allez le faire de plus en plus fréquemment, vous allez avoir une plus grande facilité à le faire. Il y a plusieurs raisons à ça. Entre autres, la question de la production des cétones qui va se réamorcer et les cétones réduisent en fait l'impression d'appétit, la faim. Mais sachez en fait que l'apport alimentaire soutenu qu'on a tout le temps au niveau du jeûne, j'en ai parlé lors du premier Facebook en direct, l'apport alimentaire soutenu va maintenir toujours la production d'insuline et va nuire justement à la production de cétones via nos graisses. Autrement dit, quand on a un apport alimentaire soutenu, constant, comme on a appris à le faire au cours des dernières années, 3 repas par jour avec des collations entre les repas ou une collation en soirée, on va avoir une production d'insuline qui est constante, qui va nous empêcher d'aller puiser l'énergie à l'intérieur de la masse adipeuse, malheureusement. Donc, pour être capable d'aller puiser l'énergie dans la masse adipeuse, il faut manquer d'énergie. En fait, il faut que le corps se rende compte qu'on manque d'énergie. Donc, dès le départ, en fait, le fait de sauter un repas ou d'avoir des périodes dans lesquelles on ne mange pas, souvent, on va être mal à l'aise. Donc, vous avez juste à penser à l'idée que de sauter le déjeuner, pour la majorité des gens, c'est quelque chose d'épouvantable, d'impossible. Le déjeuner étant ce qu'on a entendu souvent, le repas le plus important de la journée. En fait, sachez que la faim est régulée selon 3 grands processus. Moi, je les regroupe en 3 grands processus, là. 1, le fait d'avoir l'estomac vide. 2, la pensée, que c'est le temps de manger. Et 3, le cycle circadien.
La pensée que c'est le temps de manger est très importante. Vous avez juste à vous remémorer, ça arrive fréquemment, des gens qui vont sauter un repas parce qu'ils sont très, très occupés. Et tout d'un coup, ils vont avoir très faim, en fait, parce qu'ils viennent de réaliser que c'est l'heure de manger. Il y a deux phénomènes attachés à ça. Il y a la psychologie du fait qu'on a été conditionné à manger à des heures fixes dans la journée et le fait qu'on a l'estomac vide. Donc, les deux ont un impact important. Le troisième, le cycle circadien, si vous voulez, c'est la façon dont l'organisme régule tout un paquet de processus biologiques sur une base de 24 heures. Donc, le cycle circadien est attaché à la période à laquelle on dort. Autrement dit, la période de 24 heures va se réamorcer à toutes les fois qu'on a un sommeil profond et réparateur. Donc, le cycle circadien aussi va réguler le fait qu'on ne devrait pas avoir faim la nuit. Hein? Donc, et ça, c'est attaché à la production de la gréline, donc qui est une hormone qui va stimuler l'appétit. La production de la gréline va commencer le matin, donc pour éviter donc qu'on ait faim pendant la nuit, et va augmenter au courant de la journée pour être à son maximum vers 7 à 8 heures le soir. Donc le soir, on a plus faim que le matin, ce qui explique en fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une grande facilité à sauter le déjeuner ou à sauter le dîner, mais en soirée, on va avoir plus faim, en fait, qui est dû à la gréline. C'est intéressant de savoir. Ici, ça amène la considération, donc, qu'il y a une partie conditionnement, il y a une partie qui est attachée à la période de la journée, et il y a une partie qui est attachée au fait d'avoir l'estomac vide. Donc, je vais vous donner trois petits conseils peut-être faciles pour développer le contrôle de son appétit, parce que ça se contrôle aussi, en fait, l'appétit. Et c'est une chose qu'on apprend quand on commence à faire du jeûne. Donc, en premier, je vous dirais, essayez de faire le contraire de ce que l'on a appris et de vous récompenser, en fait, ou de vous féliciter d'avoir faim ou d'être capable de faire une période de jeûne. C'est ce qu'on appelle, en fait, du renforcissement positif. Donc, dites-vous, vous avez réussi, félicitations, bravo, c'est génial. Donc, ça, c'est quand même bien important. C'est une chose que vous pouvez faire en équipe. Hein? Donc, si jamais votre conjointe participe avec vous à certaines périodes de jeûne, c'est peut-être plus facile de s'encourager. Ou encore un ami, en fait, un ami à distance. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième conseil, c'est d'être occupé. C'est sûr que si vous arrivez à la période du dîner, une journée de jeûne, puis que vous n'avez rien à faire que de penser au fait que vous avez faim, vous allez avoir de la difficulté. Donc, si vous êtes occupé, en fait, puis que vous vous gardez occupé pendant la période que vous auriez dû vous alimenter, ben, vous allez sentir arriver la période de faim. En fait, c'est comme une vague. Donc, puis, vous allez résister un bout de temps, puis à un moment donné, vous allez l'oublier tout simplement. Donc, c'est quand même important de rester occupé pendant les périodes à lesquelles on aurait dû s'alimenter. Ça va vous permettre de passer plus facilement à travers. Et le troisième point est de boire, en fait, de boire beaucoup pour réduire l'impact de l'estomac vide. Donc, il est permis, bien sûr, de boire pendant le jeûne, mais ça m'amène, en fait, au prochain point, qui est de boire pendant le jeûne. En fait, en partant ici, je déconseille à quiconque de faire du jeûne sans boire. C'est une très mauvaise idée. En fait, parce que durant le jeûne, vous allez en fait vous déshydrater. Parce que vous n'avez pas d'apport alimentaire, mais vous allez quand même uriner, ce qui va faire que vous allez réduire votre quantité de liquide dans le corps, mais vous allez réduire aussi la quantité de minéraux. Et là, ici, c'est un élément important. Si on jeûne sur des périodes assez courtes, la question d'hydratation est moins problématique. Il faut boire, c'est sûr. Si on jeûne sur des périodes plus longues, là, la question d'hydratation est encore plus importante. Il faut savoir, en fait, qu'il ne suffit pas de boire juste de l'eau. Pour bien faire, il faudrait boire de l'eau avec des minéraux. Et là, je vais vous donner, en fait, quelques conseils là-dessus. Donc, durant le jeûne, souvent, ce qu'on va recommander, bien sûr, en fait, l'eau, ça va de soi. Les boissons chaudes, donc le café, le thé, sont à conseiller, effectivement, pour plusieurs raisons. D'un, le café aiderait à réduire la faim. De deux, le café et le thé contiennent beaucoup d'antioxydants qui peuvent être bénéfiques pour la santé. Et le fait de boire une boisson chaude qui a déjà une saveur a quand même un effet de réconfort aussi au niveau du conditionnement, donc de manger quelque chose ou donc de consommer quelque chose versus boire juste de l'eau qui n'a rien dedans. Vous pouvez bien sûr aromatiser l'eau avec de la lime, du citron, il n'y a aucun problème à le faire. Jamais d'édulcorant, jamais rien de sucré. Même les sucres naturels, les édulcorants naturels, on évite ça. C'est pas une bonne idée d'envoyer le message au corps qu'on a mangé du sucre. C'est qu'on en mange ou qu'on n'en mange pas, il ne faut pas en manger. Le jeûne est basé sur le fait qu'il ne faut pas envoyer le message qu'on a mangé du sucre ou encore on aurait mangé des protéines. Mais comme j'ai dit ici, un élément intéressant, avant de l'oublier, les bouillons d'os, en fait, qu'on appelle. Sur les jeûnes prolongés surtout, puis même les jeûnes à court terme, le bouillon d'os est très, très intéressant. Et là, ici, il y a des gens qui vont faire des bouillons d'os, donc de bœuf, de poulet ou de légumes en tant que tel.
C'est une très bonne idée. Il y a beaucoup de recettes qui circulent sur Internet. Vous avez juste à y jeter un coup d'œil. C'est une très bonne idée parce que le bouillon d'os va contenir aussi les minéraux qui vont nous permettre de bien se réhydrater. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Puis encore là, ça permet de varier le type de boisson aussi qu'on va consommer. Maintenant, au niveau des cafés gras. Donc, j'ai eu des questions sur les cafés gras. Ça, c'est fort intéressant. C'est que, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que nos cellules du corps humain ont deux façons de détecter l'apport en calories. Donc, d'un côté, tu as les glucides, de l'autre côté, tu as les protéines, et on n'a pas de façon de détecter l'apport en calories au niveau du gras. Donc, la consommation de gras ne va pas redémarrer les mécanismes, au contraire. Sauf que c'est quand même un apport en calories en tant que tel. Donc, il faut comprendre en fait qu'un café gras est une bonne idée parce que ça va couper l'appétit. En fait, ça va nous aider à passer à travers une période. Donc, les gens qui en ont vraiment besoin, qui ont de la difficulté quand ils font des jeûnes à sauter, par exemple, le dîner, pourraient se faire un café gras. Il n'y a pas de problème à ça. Ce qu'on entend par café gras, c'est un café dans lequel on ajoute du gras. Soit il y a des gens qui vont y mettre du beurre, il y a des gens qui vont y mettre de l'huile de coco. Donc, ça peut être une très bonne idée. Mais c'est sûr que si on n'en a pas besoin, c'est un apport calorique qu'on peut se passer. Ça va avoir un impact quand même aussi sur le nombre de calories totales qu'on a consommé et la dégradation des gras. Donc, si on dégrade le gras qu'on a pris dans notre café gras, on ne va pas aller dégrader ces graisses-là au niveau de la graisse corporelle. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ceci dit, c'est important donc de boire durant le jeûne, de considérer de prendre des boissons qui contiennent des minéraux. Il y en a qui vont boire de l'eau qui contient un petit peu de sel. Ça peut être une idée, des solutions en fait réhydratantes, un peu comme on fait dans les cas de gastro-entérite. Maintenant, un dernier point, la question de la fréquence en fonction de l'intensité recherchée. Donc, vous avez compris qu'il y a deux grands types de jeûne, donc le jeûne intermittent d'un côté et le jeûne périodique. Ce qui va différer entre les deux, entre autres dans l'objectif de la personne, c'est le niveau d'impact métabolique qu'on va avoir. J'ai expliqué lors du premier Facebook en direct, puis sur les articles qui sont sur le blog de Vitali, que le jeûne va apporter des changements métaboliques. Les changements métaboliques vont être plus profonds si le jeûne est plus long ou si le jeûne est fait avec une plus grande fréquence. Donc ici, rappelez-vous, là, jeûner une fois par année, ça sert complètement à rien. Donc, plus la fréquence va être importante, plus on va s'habituer à jeûner, plus notre métabolisme, en fait, va être dynamique, si vous voulez, à aller utiliser les graisses comme source d'énergie. Donc, ça va être bénéfique pour la santé. Plus le jeûne va être long, plus aussi l'impact métabolique va être important. Ici, il faut savoir en fait que les jeûnes de longue durée, j'ai parlé lors du premier Facebook en direct que les jeûnes ne sont pas appropriés pour toutes les personnes. Sachez en fait que d'un, les enfants de moins de 18 ans, on ne fait jamais de jeûne, les femmes enceintes, on ne fait pas de jeûne, les femmes qui allaitent, on ne fait pas de jeûne non plus, les gens qui ont un faible poids corporel, on ne fait pas de jeûne. Tous les gens qui consomment des médicaments devraient en parler à leur médecin, en fait, parce qu'il y a des médicaments que le métabolisme va changer au cours du jeûne ou encore qui pourraient précipiter donc des faibles taux de glucose et causer des problèmes de santé. Donc, il faut faire attention pour toutes les gens qui prennent des médicaments. Pour les autres, c'est très sécuritaire de jeûner, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, ce que je voulais vous mentionner au niveau de la fréquence de la période, donc, normalement, la meilleure recommandation que je peux vous dire, c'est d'y aller graduellement et d'y aller aussi vers quelque chose qui vous convient. Donc, il y a des gens qui vont jeûner une fois par semaine. Ça va très bien aller, ça va déjà avoir un bénéfice santé s'ils le font à toutes les semaines. Il y en a qui vont le faire 3 fois par semaine pendant un mois dans l'année, c'est correct aussi. En fait, il suffit de bien trouver qu'est-ce qui nous convient. Les jeûnes de plus longue durée, qui vont souvent être utilisés d'un point de vue clinique, devraient faire l'objet d'un suivi médical. Ils vont avoir un impact plus important sur la baisse de la résistance à l'insuline, la baisse de la pression artérielle et les autres problèmes reliés au risque de maladies cardiovasculaires ou du syndrome métabolique. Donc, moi, je considère en fait là, que le jeûne devrait faire partie de notre façon de s'alimenter naturellement. Donc, ça devrait être une façon de bien manger en tant que tel, d'avoir des périodes dans lesquelles on ne s'alimente pas tout simplement, ce qu'on va appeler un jeûne. Mais dans le fond, ça peut se résumer tout simplement aussi à raccourcir la période dans laquelle on mange. Donc, des jeûnes de 18 heures, c'est qu'on va considérer qu'on peut manger pendant la journée juste sur une période de 6 heures. Et c'est très bénéfique pour la santé. Donc, on a tout un paquet de chercheurs, de scientifiques qui le font actuellement couramment. Il y a beaucoup de données scientifiques derrière. On a au cours, depuis 2005, en fait, il y aurait au-dessus de 3000 études cliniques qui ont été réalisées sur le jeûne pour bien décrire les bénéfices santé. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. Fait que, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il va y avoir un troisième Facebook en direct sur le jeûne dimanche prochain qui va porter, dans lequel je vais parler tout simplement de mon expérience personnelle de jeûne. Je vais vous décrire moi-même, en fait, qu'est-ce que je fais et comment j'ai procédé donc au fil du temps
pour faire du jeûne. Donc, ça a été un grand plaisir pour moi, en fait, encore aujourd'hui. J'espère que ces informations-là vont vous être utiles et ça va me faire plaisir, comme d'habitude, de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.